La pluie a commencé avant le coucher du soleil. Elle est arrivée comme un avertissement. D'épais nuages avalaient le ciel orange au-dessus de la petite ville. L'air est devenu lourd, chargé, ce genre d'air qui presse la poitrine et rend la respiration volontaire. Amara se tenait dans l'arrière-cour, retirant les vêtements de la corde avant que la première goutte ne tombe. Le vent fouettait sa robe délavée contre ses jambes tandis que le tonnerre éclatait dans le ciel. Elle se dépêchait, pliant les tissus humides dans une bassine en plastique. À l'intérieur de la maison, la voix de sa tante perça la porte en bois. « Amara, où est mon thé ? » « J'arrive, » répondit-elle, équilibrant la bassine sur sa hanche. Elle était toujours en train d'arriver, toujours en train de courir, toujours en train de répondre. À 22 ans, Amara vivait dans cette maison depuis 6 ans. 6 ans depuis l'accident. 6 ans depuis que des phares et des freins qui crissent avaient emporté ses 2 parents en une nuit brutale. Elle se souvenait encore du couloir de l'hôpital, de l'odeur d'antiseptique, du médecin qui évitait son regard. Elle avait 16 ans, serrant l'écharpe de sa mère, attendant que quelqu'un dise que ce n'était pas vrai. Personne ne l'a fait. Son oncle s'était avancé, posant une main lourde sur son épaule. « Tu resteras avec nous » avait-il dit. Elle avait cru que c'était de la gentillesse. Ça ne l'était pas. La pluie s'est mise à tomber violemment au moment où elle entra dans la cuisine. L'eau frappait le toit en zinc assez fort pour faire trembler la vaisselle. Sa tante était assise à la petite table, faisant défiler son téléphone, les lèvres pincées. « Mon thé est froid » lança-t-elle sans lever les yeux. « Je viens de le faire » dit Amara doucement. « Tu discutes avec moi ? » ?»« Non, ma. » Amara retourna vers la cuisinière pour le réchauffer. Ses gestes étaient prudents. Tout ce qu'elle faisait dans cette maison devait être prudent. Trop lente, paresseuse. Trop rapide, négligente. Trop silencieuse, suspecte. Trop bruyante, irrespectueuse. Il n'existait aucune bonne version d'elle ici. Son oncle était assis dans le coin, journal ouvert, faisant semblant de lire. Il intervenait rarement. Son silence était un langage qu'elle comprenait trop bien. Le thé fut réchauffé. Elle le posa doucement devant sa tante. Sa tante prit une gorgée et soupira dramatiquement. Les factures d'électricité augmentent. La nourriture est chère. Et toi, tu manges comme si tu apportais quelque chose. Amara baissa les yeux. Elle travaillait à temps partiel dans un petit atelier de couture en ville, mais la majeure partie de son argent servait aux dépenses de la maison. Elle ne gardait que des pièces juste assez pour acheter du savon, parfois du pain. « Je peux essayer de trouver plus de travail » proposa-t-elle. Sa tante rit un rire sec, sans humour. « Avec quelle qualification ? Tu as à peine terminé le secondaire. » Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient à moitié vrais. Après la mort de ses parents, terminer l'école avait déjà été un miracle. Des études supérieures ? Impossible. La pluie devenait plus forte. Sa tante repoussa soudain la tasse. « Tu es trop vieille pour être encore ici. » Les mots ne s'imprimèrent pas tout de suite. « Quoi ? » demanda Amara doucement. « J'ai dit, tu es trop vieille. 22 ans. Tu comptes rester ici pour toujours ? » Son oncle bougea, mais ne parla pas. « Je pensais, » balbutia Amara. « J'aide ici. » « Tu aides ? » ricana sa tante. « Tu manges. Voilà ce que tu fais. » La pièce sembla rétrécir. Le tonnerre paraissait plus proche. Sa tante se leva brusquement et marcha vers le couloir. Quand elle revint, elle portait un petit sac de voyage usé. Le cœur d'Amara chuta. « Ce n'est pas. »« Si » coupa sa tante. « Fais tes affaires. » La pluie frappait plus fort comme si le ciel lui-même protestait. « Où vais-je aller » murmura Amara. « Tu es adulte. Débrouille-toi. » Son oncle parla enfin, la voix basse. Peut-être la laisser jusqu'au matin. Il pleut. Le regard de sa tante le réduisit immédiatement au silence. Si elle reste ce soir, elle restera pour toujours. Quelque chose changea en Amara. Pas de colère. Pas de panique. Juste de la clarté. Elle marcha lentement vers la petite pièce qu'elle occupait, un ancien débarras à peine assez large pour un lit étroit et une malle en métal. Elle s'agenouilla, ouvrit la malle. 2 robes.
Une paire de sandales. Un petit carnet. L'écharpe de sa mère. Elle la prit doucement et la pressa contre son visage. Une légère odeur de savon à la lavande persistait. Ou peut-être était-ce la mémoire. Désolée, murmura-t-elle, sans savoir si c'était pour partir, pour survivre ou pour ne pas avoir été plus forte. Quand elle revint dans le salon, son sac était prêt. Sa tante ouvrit la porte. Un vent froid entra, projetant la pluie sur le sol. Amara hésita non pas parce qu'elle croyait qu'il l'arrêterait, mais parce que franchir cette porte signifiait qu'il n'y aurait pas de retour. Son oncle évita son regard. Sa tante croisa les bras. Alors Amara entra dans la tempête. La porte se referma derrière elle avec un déclic final. La pluie engloutit tout. En quelques secondes, ses cheveux collèrent à son visage. Sa robe fine se gorgea d'eau, lourde contre sa peau. L'eau remplit ses sandales tandis qu'elle descendait la route boueuse, loin de la seule maison qu'elle avait connue depuis la mort de ses parents. Elle ne pleura pas tout de suite. Le choc est miséricordieux ainsi. La ville semblait différente la nuit. Les ombres s'étiraient. Les lampadaires clignotaient faiblement. La plupart des maisons étaient sombres. Personne n'ouvrirait sa porte à une fille trempée sans endroit où aller. Elle continua de marcher. Chaque pas était incertain, mais rester immobile était pire. Après 20 minutes, les larmes arrivèrent. Elles se mêlèrent à la pluie, indistinguables. J'essaie, murmura-t-elle. Vraiment. Un éclair fendit le ciel, illuminant brièvement la route. Vide. Son estomac grogna. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. L'atelier n'ouvrirait pas avant 9 heures. Elle ne pouvait pas dormir devant comme un animal errant. Un nouveau coup de tonnerre la fit sursauter. Ses jambes commencèrent à lui faire mal. La sangle du sac s'enfonçait dans son épaule. La route tournait vers une grande avenue menant hors de la ville vers des quartiers qu'elle n'avait vus que de loin. Grand portail, poste de sécurité, longues allées, un autre monde. Mais ce soir, elle n'avait plus de monde. Alors elle marcha vers l'inconnu. La pluie se calma légèrement, mais l'épuisement la frappa d'un coup. Ses pas ralentirent. Sa vision se brouilla. Les lampadaires brillaient comme des halos. « Je ne peux pas m'arrêter », murmura-t-elle. Mais le corps ignore la détermination. Ses genoux cédèrent. Elle trébucha près d'une grande propriété fermée par un portail. Elle se rattrapa à la grille métallique, le fer froid la stabilisa un instant. Des voitures passaient parfois, phare rapide, sans ralentir. Elle glissa contre la grille et s'assit sur le sol mouillé. Pour la première fois, la peur arriva. Et si personne ne venait? Et si son histoire se terminait ainsi? Pas dramatiquement, simplement, silencieusement, sans être remarquée. La pluie tombait de ses cils. Sa mère disait toujours: les tempêtes ne durent jamais éternellement. Mais quand on est dedans, elles semblent infinies. Amara resserra l'écharpe autour de ses épaules et ferma les yeux juste une seconde, juste pour reprendre des forces. Elle n'entendit pas le léger bourdonnement d'un moteur qui approchait. Elle ne vit pas la voiture noire ralentir. Elle ne savait pas que ce moment précis, trempée, épuisée, abandonnée, serait la dernière nuit où elle se sentirait totalement seule. Les phares s'arrêtèrent devant le portail et le destin retint son souffle. Le moteur ronronnait comme une chose vivante, discret, contrôlé, coûteux. La Rolls-Royce Phantom noire ralentit en approchant des grilles de Colview Estate, un complexe résidentiel privé appartenant à l'un des hommes les plus puissants du pays. À l'intérieur, Ethan Cole leva à peine les yeux de la tablette lumineuse dans sa main. 33 ans. Fondateur et PDG de Coltech Global, un empire de logistique et d'infrastructure y a présent sur 3 continents. Un homme qui s'est construit seul et ne faisait confiance à personne. Sa vie était précision. Des horaires calculés à la minute. Des réunions enchaînées. Des investissements mesurés. Des risques calculés. Les émotions, des variables inutiles. Monsieur, dit prudemment son chauffeur Malik en ralentissant. Il y a quelqu'un près du portail. La mâchoire d'Ethan se crispa légèrement. Il détestait les interruptions. La sécurité doit gérer. Il n'y a personne au poste? On dirait une fille. Ethan leva les yeux, plus agacé que curieux. Puis il la vit.
À travers la vitre striée de pluie, sous la lumière blanche des phares, une petite silhouette était assise contre la grille. Trempée. Immobile. Elle ne mendiait pas. Elle ne faisait pas signe. Elle restait simplement là. Et quelque chose dans ce silence le dérangea. La plupart des gens dans le besoin font du bruit. Ils frappent. Ils supplient. Ils exigent. Elle, non, la pluie redoubla, martelant le toit. Ethan fixa la scène quelques secondes de plus que nécessaire. Attends, dit-il doucement. Malik hésita. Monsieur, ça pourrait être un piège. J'ai dit d'attendre. La voiture resta au ralenti. La jeune fille bougea légèrement, comme si elle essayait de se lever sans y parvenir. Sa main serrait un petit sac. Elle avait l'air épuisée. Pas manipulatrice. Pas stratégique. Juste fatiguée. Ethan expira lentement. Déverrouille la porte, Malik. Le chauffeur se tut et appuya sur le contrôle. Le clic doux du verrou retentit plus fort que le tonnerre. Ethan sortit. La pluie imbiba immédiatement son costume gris anthracite parfaitement taillé, mais il ne broncha pas. Il réagissait rarement à l'inconfort. Il marcha vers elle d'un pas régulier, ses chaussures éclaboussant les flaques. De près, elle paraissait encore plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Sa peau brillait sous la pluie. Ses cheveux collaient à son visage. Elle leva lentement les yeux, surprise. Leurs regards se croisèrent et pendant une seconde suspendue, le monde se rétrécit. Ses yeux ne suppliaient pas. Ils étaient méfiants. Forts. Ethan s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. « Tu es blessé ?» demanda-t-il. Sa voix était grave, maîtrisée, empreinte d'autorité même adoucie. Elle secoua la tête. Non. Sa voix était rauque, le froid ou les larmes. Alors pourquoi es-tu assise sous la pluie? Silence. Elle hésita, comme quelqu'un qui calcule quelle part de vérité est sûre. Je n'ai nulle part ailleurs où m'asseoir. Pas dramatique. Pas exagéré. Juste factuel. Ethan ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de la pitié. Pas exactement. Une reconnaissance. Il connaissait ce ton. Il l'avait utilisé autrefois. Malik se tenait non loin, mal à l'aise. Monsieur, nous devrions. Ethan leva légèrement la main. Silence. Il l'observa plus attentivement. Pas de blessure visible. Pas d'ivresse. Aucun signe de manipulation. Seulement une fatigue profonde, celle qui s'installe dans les os. Quel âge as-tu? 22. Il hocha la tête. Comment t'appelles-tu? Amara. Le prénom resta suspendu entre eux. Amara, répéta-t-il pensivement. Il se redressa. La pluie coulait le long de sa tempe. Tu ne peux pas rester ici. Elle baissa les yeux. Je sais. Où vas-tu? Je ne sais pas encore. Encore cette honnêteté stable. La plupart des gens auraient inventé quelque chose. Pas elle. Derrière elle, les grilles de la propriété commencèrent à s'ouvrir automatiquement, répondant au signal de sécurité de la voiture. Amara se décala instinctivement. Elle pensa qu'il partait. Peut-être qu'il partait. Ethan se tourna vers la voiture, puis s'arrêta. Il la regarda de nouveau. Elle avait baissé les yeux, prête à se lever et continuer vers l'inconnu. Quelque chose en lui résistait à l'idée de partir. Cela n'avait aucun sens. Réunion du conseil à 8 heures. Lancement produit dans 3 jours. Investisseurs attentifs à chaque mouvement. Il ne s'arrêtait pas pour des inconnus sous la pluie. Pourtant, il était là. Il sortit une carte de visite noire élégante de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. Elle la regarda, sans la prendre immédiatement. Ce n'est pas de la charité, dit-il avant qu'elle ne se méprenne. Elle releva les yeux. J'ai une entreprise en ville. Si tu as besoin de travail, viens demain. 9 heures. Elle cligna des yeux, confuse. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que tu ne m'en dis pas. La phrase la surprit. Il ajouta.
Et tu n'as pas demandé d'aide. Une lueur passa sur son visage. Peut-être de la fierté. Elle prit lentement la carte. Ses doigts frôlèrent les siens. Tu as froid? Il ignora l'étrange sensation qui traversa ce bref contact. Coltech Global, lut-elle doucement. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle reconnut le nom. Même elle connaissait cette entreprise. Tout le monde la connaissait. Elle transformait presque la logistique en Afrique de l'Ouest. Elle releva les yeux vers lui, incrédule. Vous êtes Ethan Cole. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Un nouveau coup de tonnerre éclata. Demain, répéta-t-il. Si tu es sérieuse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ce n'était pas de la méfiance. C'était une confusion sincère. Il marqua une pause. Il aurait pu dire « parce que je peux » ou « parce que j'en ai envie ». Mais il répondit honnêtement « parce que quelqu'un m'a donné une opportunité quand je n'avais rien ». Son souffle se coupa légèrement. C'était la première fissure dans son armure. Il se tourna et marcha vers la voiture. Malik ouvrit rapidement la porte, manifestement pressé de partir. Avant d'entrer, Ethan se retourna une dernière fois. Ne sois pas en retard. Puis il monta. La portière se ferma. Le moteur ronronna. La Rolls-Royce glissa derrière les grilles et disparut, laissant Amara sous la pluie mais plus invisible. Longtemps, elle ne bougea pas. Elle fixa la carte dans sa main comme si elle pouvait disparaître. Les lettres dorées brillaient sous le lampadaire. Ethan Cole. Chief Executive Officer. Coltech Global. Son cœur battait vite. Ce n'était pas réel. Les hommes riches ne s'arrêtaient pas pour des filles comme elle. Encore moins pour leur offrir un travail. Un test? Un piège? Autre chose? Elle regarda la propriété derrière les grilles. Ce monde semblait inaccessible. Pourtant, pendant un instant, elle y avait été. La pluie devint une bruine légère. Elle avait toujours froid. Elle était toujours sans maison. Mais quelque chose avait changé. L'espoir fragile, dangereux s'alluma en elle. Elle ne pouvait pas retourner chez sa tante. Elle ne pouvait pas errer toute la nuit. Alors elle prit une décision. Elle marcherait jusqu'à la ville. Plus d'1 heure à pied. Mais elle avait déjà marché davantage. Elle rangea soigneusement la carte dans son sac. Ne sois pas en retard, murmura-t-elle en marchant vers les lumières de la ville. Quelque chose guidait ses pas. Pas la certitude. Pas la sécurité. La possibilité. Dans la propriété, Ethan se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la pluie. Malik resta près de la porte. « Monsieur, vous êtes sûr ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. Il observait la route au-delà des grilles, bien qu'elle ait disparu depuis longtemps. « Je ne prends pas de décision impulsive, dit-il enfin. Malik hocha la tête. Pourtant, celle-ci en a l'air. Ethan desserra sa cravate, retira sa veste trempée et la posa sur une chaise. Son esprit revoyait ses yeux. Pas de désespoir. Pas de droit acquis. De la force, et autre chose. La solitude. Il la reconnut parce qu'il la portait aussi. Il se détourna de la fenêtre. Prépare le service RH demain matin. Je veux examiner personnellement tous les candidats débutants. Les sourcils de Malik se levèrent légèrement. Oui, monsieur. La maison retomba dans le silence, mais Ethan ne dormit pas facilement cette nuit-là pour des raisons qu'il refusa d'analyser. Et ailleurs en ville, marchant sous des lampadaires faibles avec les pieds meurtris et le cœur rempli d'un espoir fragile, Amara murmura encore son nom. Ethan Cole. Elle ignorait que, le lendemain à 7 heures, elle entrerait dans son monde, et qu'il ne serait plus jamais le même. Amara dormit à peine. Elle trouva un petit arrêt de bus couvert à l'entrée de la ville et se replia sur elle-même sur le banc en bois, son sac serré contre sa poitrine. La pluie s'était arrêtée au petit matin, laissant les rues humides et brillantes sous une lumière pâle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le doute revenait. Et si c'était une blague? Et si la sécurité se moquait d'elle? Et s'il ne se souvenait pas? Mais la carte était toujours dans sa main au réveil. Et elle semblait réelle. À 7h30,
Elle se tenait de l'autre côté de la rue face au siège de Coltec Global. Le bâtiment s'élevait comme un monument de pouvoir. 40 étages de verre réfléchissant capturant le soleil du matin. Le logo brillait en lettres argentées près de l'entrée. Les employés entraient costumes impeccables, talons résonnants sur le marbre. Amara baissa les yeux vers elle. Elle avait choisi la plus propre de ses deux robes, bleu marine, manches longues. Simple, légèrement passée, mais nette. Elle s'était lavé le visage dans des toilettes publiques et avait soigneusement attaché ses cheveux. Elle n'avait pas l'air d'appartenir ici. Mais elle avança quand même. Le hall était immense. L'air climatisé caressa sa peau lorsque les portes vitrées s'ouvrirent automatiquement. Une odeur de bois ciré et de parfum discret flottait. Un grand écran affichait les statistiques de l'entreprise, revenus mondiaux, routes logistiques, indicateurs d'innovation. Les gens se déplaçaient avec assurance. Amara se sentit à nouveau invisible. Elle s'approcha de la réception, le cœur battant. La réceptionniste élégante, tresse impeccable, leva brièvement les yeux. « Oui, je suis venu voir monsieur Ethan Cole. » Les sourcils de la femme se levèrent. « Avez-vous un rendez-vous » Amara hésita, puis posa lentement la carte noire sur le comptoir. « Il m'a dit de venir à 9 heures. » La réceptionniste examina la carte. Et quelque chose changea dans son expression. « Votre nom » Amara. Elle tapa rapidement quelque chose sur son ordinateur. Ses yeux se relevèrent, cette fois avec curiosité. « Veuillez vous asseoir. » Amara cligna des yeux. C'était tout. Pas de rejet. Pas de rire. Elle s'assit sur une chaise en cuir, serrant son sac contre elle. L'horloge murale avançait vers 9 heures. Son estomac se nouait. À l'étage, dans un bureau d'angle surplombant toute la ville, Ethan Cole examinait les rapports du matin sans réellement se concentrer. Il était arrivé plus tôt que d'habitude. Plus tôt que nécessaire. À 8h58, il regarda sa montre. À 9h exactement, son téléphone de bureau vibra. « Monsieur » dit la voix de son assistante. « Il y a une jeune femme ici, Amara. » Pause. Elle dit que vous lui avez demandé de venir. Ethan ne laissa rien paraître dans son ton. Envoyez-la en salle de conférence B. Oui, monsieur. Il raccrocha et ajusta ses boutons de manchette. Il se répéta que c'était une simple évaluation. Une opportunité offerte. Rien de plus. Amara suivit un employé junior dans un large couloir bordé de bureaux vitrés. Partout, des gens tapaient, présentaient, négociaient. De grands écrans affichaient des cartes mondiales parcourues de points lumineux. L'endroit semblait vivant. Important. La salle de conférence B était élégante et intimidante. Longue table en chêne, baies vitrées du sol au plafond, fauteuil en cuir. Elle resta près de la porte, mal à l'aise. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Ethan entra. Aujourd'hui, il portait un costume bleu marine qui semblait taillé pour l'autorité. Son expression était maîtrisée, impénétrable. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur elle, quelque chose s'adoucit, à peine perceptible, mais réel. « Tu es à l'heure. » Je ne voulais pas être en retard. « Bien. » Il lui indiqua la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Elle obéit. Sous la lumière du jour, elle paraissait différente de la veille. Toujours fatiguée, mais plus stable. Il posa ses mains sur la table. « Parle-moi de toi. » La question pesa plus qu'elle ne s'y attendait. Elle ne voulait pas tout raconter. Mais elle ne mentit pas. « Mes parents sont morts il y a 6 ans. Je vis avec des proches. J'ai travaillé dans un atelier de couture. Je n'ai pas de diplôme. » Elle soutint son regard. « Mais j'apprends vite. » Ethan l'observa attentivement. Pas d'embellissement. Pas de mise en scène. Juste la vérité. « Quelles compétences as-tu ? » Je suis organisée. Je me souviens des détails. Je n'abandonne pas facilement. Il faillit sourire à la dernière. Ce n'est pas une compétence mesurable. Ça m'a permis de survivre. Sa réponse calme le surprit. Il se pencha légèrement en arrière. Pourquoi devrais-je t'embaucher ? Elle inspira lentement.
Parce que je ne gâcherai pas cette chance. La réponse resta suspendue entre eux. La plupart parlaient d'ambition, d'argent, de carrière. Elle parlait de ne pas gaspiller une opportunité. Ethan se leva. Viens avec moi. Il la conduisit vers l'espace principal des opérations. Les employés levèrent les yeux, surpris de le voir marcher aux côtés d'une jeune femme simplement habillée. Il s'arrêta près d'un groupe de bureaux. Assieds-toi ici. Il tira une chaise. Elle obéit, confuse. Il lui tendit une tablette. Voici un rapport logistique de notre branche au Ghana. Il y a des incohérences dans les délais d'expédition que mes analystes n'ont pas encore identifiés. Ses yeux s'agrandirent. Vous voulez que je l'examine? Oui. Elle hésita. Je n'ai jamais fait ça. Alors commence. Il s'éloigna. Les employés échangèrent des regards curieux. C'est qui? Aucune idée. Amara fixa l'écran. Des lignes de chiffres. Des délais. Des anomalies. Son cœur battait. Elle n'appartenait pas ici. Mais elle refusa de se figer. Elle commença lentement à chercher des motifs. Son esprit fonctionnait différemment. Pas formé académiquement, mais observateur. La couture lui avait appris à repérer les incohérences. 20 minutes. Puis 40. Elle se pencha. 3 expéditions marquées, retard météo. Mais les dates ne correspondaient pas au rapport météo. Elle vérifia une autre colonne. Les coûts de carburant étaient plus élevés. Son pouls s'accéléra. Elle se leva brusquement et marcha vers le bureau vitré d'Ethan. La sécurité hésita mais ne l'arrêta pas. Elle frappa. Entrez, dit-il sans lever les yeux. Je crois avoir trouvé quelque chose. Il releva le regard. Elle posa la tablette devant lui. Ces expéditions sont indiquées comme retard météo, mais il n'y avait pas de tempête ces jours-là. Et les dépenses de carburant ont augmenté en même temps. Il se pencha. Son expression se durcit. Elle continua, plus sûre d'elle. Si les camions ont été redirigés inutilement, quelqu'un pourrait gonfler les coûts. Silence. Ethan leva lentement les yeux vers elle. Ses analystes travaillaient dessus depuis 2 semaines. Elle l'avait trouvé en moins d'1 heure. Assieds-toi. Elle obéit. Il appuya sur un bouton. Appelez l'audit interne immédiatement. Son ton était devenu froid, précis. Quelques minutes plus tard, les cadres arrivèrent. Ethan ne dit pas que c'était elle, mais son regard glissa vers elle une fois. Une approbation discrète, indéniable. Après leur départ, il se tourna vers elle. Tu n'as jamais étudié la logistique? Non. Il hocha la tête. Tu commences aujourd'hui. Son souffle se coupa. Comme quoi? L'assistante exécutive temporaire. Ses yeux s'agrandirent. C'est trop élevé pour quelqu'un comme moi. Il n'existe pas de quelqu'un comme toi ici. Il y a la compétence, ou non. Silence. Tu es compétente. Sa gorge se serra. Personne ne lui avait jamais dit cela. Va voir mon assistante pour les accès. Il marqua une pause. Des Amara? Oui. Ne laisse personne te faire te sentir petite ici. Quelque chose dans sa voix semblait personnel. Je ne laisserai pas. Quand elle sortit, des murmures suivirent. Assistante exécutive. Elle n'a pas l'air qualifiée. Amara entendit. Mais cette fois, quelque chose en elle se redressa. Elle avait gagné cette chaise. Cette tablette. Ce moment. À l'étage, Ethan l'observait derrière la vitre. Elle travaillait déjà sur un autre dossier. Il se répéta que c'était de l'efficacité. Rien de plus. Mais une vérité s'imposait, pour la première fois depuis des années, quelque chose dans son entreprise et peut-être dans sa vie semblait inattendu. Vivant. Et il attendait déjà demain. Le bureau commença à changer après l'arrivée d'Amara. Pas de façon spectaculaire. Subtilement. Ethan le remarqua d'abord. Elle ne cherchait pas à impressionner.
Ne dépassait pas les limites. N'était pas déstabilisée par ses corrections. Et elle ne riait pas pour plaire comme d'autres. Elle travaillait. Calmement. Efficacement. Soigneusement. À la fin de la première semaine, elle avait réorganisé un système de planning, codé les priorités en couleurs et signalé 2 contrats nécessitant une révision juridique urgente. Sans jamais s'en vanter. Seulement des notes. Signature nécessaire. Clause 4.2 conflit. Page 18 vérifié. Précis. Intelligent. Et Ethan se surprit à la regarder plus souvent qu'il ne le voulait. 21h47. Presque tout le monde était parti. L'espace était plongé dans une lumière douce, lampe de bureau et reflet de la ville. Amara travaillait encore. Ethan sortit de son bureau, desserrant sa cravate. Tu es encore là. Vous aussi. Pause. Il faillit sourire. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Je possède l'immeuble et j'y travaille. Elle répondit calmement. Sans défi. Il s'approcha. Tu n'as pas besoin de rester si tard. J'en ai envie. Pourquoi? Elle hésita. Parce que si je pars tôt, je retourne à rien. Les mots lui échappèrent. Silence. Il se redressa. Tu n'as nulle part où rester. Elle se raidit. Il avait remarqué. Bien sûr. Les 2 robes. Les horaires. Le sac toujours avec elle. Je me débrouille. Ce n'était pas une réponse. Sa mâchoire se contracta. Je vais demander au RH de prévoir un logement temporaire. Non. La netteté surprit tout le monde, elle comprise. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. Ça y ressemble. La fierté. Il la reconnut immédiatement. Tu crois que je t'ai amené ici par pitié? Elle hésita. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait. L'honnêteté frappa plus fort qu'une accusation. Il s'approcha. Parce que tu es capable. Elle le regarda, cherchant la vérité. Vous ne faites pas confiance facilement, dit-elle soudain. Il fut pris de court. Ce n'est pas pertinent. Si. Il croisa les bras. Explique. Elle se leva. À hauteur égale maintenant. Vous observez tout le monde. Même sans parler. Vous analysez. Vous ne riez pas complètement. Vous ne vous détendez pas. Vous ne laissez personne s'approcher. L'air changea. On l'avait appelé intimidant. Stratégique. Impitoyable. Jamais, fermé. Tu me connais depuis une semaine. Et j'observe bien. Ce qu'il savait vrai. Un grondement lointain de tonnerre rappela la nuit de leur rencontre. Tu te trompes, dit-il finalement. Elle inclina légèrement la tête. Vraiment? Sa mâchoire se crispa. Tu fais trop facilement confiance. Réflexe défensif. Elle ne sembla pas vexée. Je ne fais pas facilement confiance, dit-elle doucement. Je n'ai simplement pas le luxe de supposer que tout le monde va me faire du mal. La phrase tomba comme un coup silencieux. Parce que lui, le supposait toujours. Que les gens voulaient accès. Influence. Argent. Position. Elle avait appris cette leçon à la dure. Tu es naïve, dit-il. Et toi, tu as peur, répondit-elle. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle dispute. Il se tenait maintenant trop près. Assez près pour qu'il remarque la légère odeur de savon sur sa peau. Assez près pour qu'elle voie la fine cicatrice près de son sourcil gauche. Aucun des deux ne recula. Tu penses que j'ai peur? Demanda-t-il doucement. Je pense que tu ne crois pas que quelqu'un reste sans y gagner quelque chose. Il ne répondit pas, parce qu'elle n'avait pas tort. 2 ans plus tôt, Ethan était fiancé. Elle s'appelait Vanessa, belle, charismatique, ambitieuse. Il l'avait rencontrée lors d'une conférence d'affaires à Londres. Elle admirait sa détermination. Il admirait son intelligence, du moins le croyait-il. 3 mois avant leur mariage, il découvrit qu'elle divulguait des informations confidentielles à un concurrent en échange d'options d'achat d'actions. Pas parce qu'elle avait besoin d'argent, mais parce qu'elle voulait du pouvoir.
Quand il l'avait confrontée, elle n'avait pas nié. Ce n'est que du business, Ethan. Cette phrase avait scellé quelque chose en lui, définitivement. L'amour était une faiblesse. La confiance était un risque. L'émotion était une responsabilité. Depuis, il gardait les gens à des distances calculées. Les employés étaient des ressources. Les partenaires étaient des contrats. Les sentiments étaient des distractions. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'une fille en robe bleu marine se tienne dans son bureau et voie à travers lui. « Tu ne connais pas mon histoire, » dit-il finalement. « Tu ne connais pas la mienne non plus, » répondit-elle doucement. La tension s'adoucit. Quelque chose dans son ton n'était pas combatif. C'était compréhensif. Il la regarda plus attentivement. « On t'a mise à la porte, » dit-il à voix basse. Sa gorge se serra. « Oui. Et pourtant tu es toujours debout. » « Oui. » Il hocha la tête une fois. « Je respecte ça. » L'aveu était rare. Précieux. Son expression devint plus chaleureuse. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, » dit-elle. « Je n'essaie pas de te sauver. »« Alors qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Il hésita. Cette question semblait plus dangereuse qu'elle n'aurait dû. « J'essaie de m'assurer que le talent ne soit pas gaspillé, » répondit-il. Une réponse sûre, professionnelle mais pas entièrement vraie. Elle soutint son regard un moment de plus, puis recula légèrement, brisant la proximité chargée. « Je vais terminer ces rapports et partir, » dit-elle. Il la regarda se rasseoir. La tension diminua, mais ne disparut pas. Alors qu'il se tournait pour retourner dans son bureau, elle parla de nouveau. « Ethan. » Il s'arrêta. « Oui. Tu n'es pas obligé de supposer que tout le monde te trahira. » La sincérité calme dans sa voix le troubla plus que n'importe quelle accusation. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il retourna dans son bureau et ferma la porte en verre, mais ne s'assit pas tout de suite. Il resta là, regardant les lumières de la ville. Elle l'avait déstabilisé, et il n'aimait pas être déstabilisé. Cette nuit-là, alors qu'Amara quittait le bâtiment, la sécurité l'arrêta doucement. « Mademoiselle Samara. »« Oui. » Monsieur Cole a organisé un logement temporaire à proximité. Politique de l'entreprise pour le personnel exécutif. Sa poitrine se serra. Il a précisé qu'il s'agit d'un protocole, pas d'une charité. Elle fixa l'enveloppe qu'on lui tendait. Une carte clé. Une adresse. Il ne lui avait pas imposé de l'aide. Il l'avait reformulée. Il avait respecté sa fierté. Un léger sourire effleura ses lèvres malgré elle. À l'étage, Ethan se tenait de nouveau près de la fenêtre. Il la regarda traverser le parking. Cette fois, elle n'avait pas l'air perdue. Elle avait un but. Il se dit que c'était une responsabilité. Du leadership. Rien de personnel. Mais alors que le tonnerre grondait doucement dans le ciel, il sentit quelque chose d'inconnu se fissurer le long des murs qu'il avait soigneusement construits autour de lui. Et pour la première fois depuis des années, il se demanda ce que cela ferait de laisser quelqu'un entrer. L'invitation arriva un mardi après-midi. Enveloppe crème épaisse, dorure en relief, gala privé de charité pour le Westbridge Innovation Fund, un événement réunissant investisseurs, politiciens, dirigeants internationaux et médias. Amara la posa soigneusement sur le bureau d'Ethan. « Vous êtes attendu samedi à 19h, » dit-elle professionnellement. Tenue de soirée. Il ne leva pas immédiatement les yeux. « Libère mon dimanche matin, » répondit-il en parcourant un document déjà terminé. Un bref silence, puis il ajouta avec désinvolture. « Tu viendras avec moi. » Son stylo s'arrêta en plein mouvement. « Pardon. » Il releva enfin les yeux. « J'ai besoin d'une cavalière. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Vous avez tout un cercle social pour ça. » Je ne mélange pas les affaires et mon cercle social. Ça semble sain. Ses lèvres tressaillirent. C'est stratégique. Elle joignit calmement les mains. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ce genre d'événement. Tu représentes l'entreprise. Je suis votre assistante. Mon personnel exécutif. Il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont il l'avait dit.
Elle hésita. Je n'ai pas de tenue de soirée. Ça se règle. Et je n'ai pas ma place dans ce genre de salle. Son regard se fit plus intense. Tu as ta place partout où tu décides de te tenir. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait attendu. Elle détourna le regard la première. Je vais y réfléchir. Il hocha la tête une fois, comme si la question était réglée. Aucun d'eux ne reconnut le subtil changement qui venait d'avoir lieu. Samedi arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Amara se tenait devant le miroir de l'appartement fourni par l'entreprise, se regardant avec incrédulité. La robe avait été livrée le matin même, satin vert émeraude profond, épaules dénudées, fluide mais structurée, élégante sans être ostentatoire. Elle avait presque refusé lorsque l'assistante d'Ethan l'avait organisée. Mais la robe lui allait parfaitement, comme si quelqu'un avait anticipé ses mesures sans demander. Ses cheveux formaient de douces vagues attachées d'un côté. Bijoux minimalistes. Talons simples. Elle avait l'air différente. Pas transformée. Révélée. Un instant, elle imagina sa mère la voir ainsi. « Tu te tiens bien » disait sa mère. Amara toucha l'écharpe soigneusement rangée dans son tiroir et murmura. « J'espère. » On frappa à la porte. Son cœur accéléra. Elle ouvrit. Ethan se tenait là, en smoking noir parfaitement taillé. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sembla momentanément sans voix. Il l'avait vue en robe bleu marine, dans la lumière du bureau, derrière des écrans, mais ce soir, elle avait l'air d'avoir toujours appartenu aux salles illuminées par des lustres. Son regard passa de son visage à la robe puis revint, pas déplacé, mais indéniablement conscient. « Vous êtes en retard » dit-elle doucement, brisant le silence. Sa mâchoire se resserra légèrement, reprenant son calme. « Ah oui. 2 minutes. » Un léger sourire apparut. Inacceptable. Il lui tendit le bras. « On y va ?» Elle glissa sa main dans le creux de son coude, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Le gala se tenait au Grand Méridien Hotel, au centre-ville. Lustre de cristal, sol en marbre, quatuor à cordes près de l'entrée. Les flashs crépitèrent lorsque des personnalités arrivèrent sur le tapis rouge. Quand Ethan sortit de la voiture, les photographes appelèrent immédiatement son nom. « Ethan, par ici. »« Monsieur Cole. » Il sortit calmement, comme toujours. Puis il se tourna et tendit la main à Amara. Lorsqu'elle apparut, l'atmosphère changea non parce qu'elle était spectaculaire, mais parce qu'elle portait une grâce discrète. Des murmures commencèrent aussitôt. Qui est-elle ? Ce n'est pas Vanessa. Sa nouvelle petite amie ? Ethan sentit qu'elle se raidissait légèrement à ses côtés. Il se pencha subtilement. Reste stable. Je suis stable, murmura-t-elle. Et elle l'était. À l'intérieur, la salle de bal scintillait sous la lumière dorée. Les serveurs circulaient avec des coupes de champagne. Les conversations bourdonnaient. Plusieurs dirigeants s'approchèrent immédiatement. Ethan, ravi de te voir. Résultat impressionnant ce trimestre. Il la présenta simplement. Voici Amara. Aucun titre. Aucune explication. Juste son nom. Et cela semblait intentionnel. Tout au long de la soirée, elle observa attentivement nom, dynamique, alliance. À un moment, une femme en robe argentée s'approcha, regard vif. Ethan, murmura-t-elle en posant une main sur son bras. Tu as disparu après Londres. Amara sentit le changement subtil dans sa posture. Les affaires demandaient de l'attention, répondit-il froidement. Le regard de la femme glissa vers Amara. Et voici Amara, répéta-t-il posément. La femme sourit finement. Rafraîchissant. Ce n'était pas un compliment. Amara reconnut la condescendance, mais ne réagit pas. Elle tendit simplement la main avec calme. Enchantée. La femme sembla presque déçue par son sang-froid. Après son départ, Amara parla doucement. Ancien cercle social ? Ancienne erreur. Elle lui jeta un bref regard. Il révélait rarement quelque chose de personnel. Tu ne dois d'explication à personne, ajouta-t-il point. Je n'en demandais pas. Pause.
Tu étais mal à l'aise, dit-il. J'observais. Il étudia son profil sous la lumière du lustre. Tu n'es pas intimidé. J'ai connu la fin, répondit-elle doucement. Ça, ce n'est que de l'éclairage coûteux. Il faillit rire. Un vrai rire, pas la version polie, corporative. Et c'est là que quelque chose changea. Il cessa de la voir comme quelqu'un qui l'avait aidé. Il commença à la voir comme quelqu'un qui se tenait à ses côtés, égal, solide, inébranlable. Plus tard dans la soirée, l'hôte invita les principaux donateurs sur scène pour les remercier. Ethan en faisait partie. Il monta sous les projecteurs. Les applaudissements remplirent la salle tandis qu'il prononçait un court discours sur l'innovation et l'accès à la technologie. Son regard parcourut instinctivement la foule. Il la trouva près du fond de la salle de bal. Elle le regardait non avec admiration pour la richesse, mais avec compréhension. Pendant une fraction de seconde, sa voix vacilla presque imperceptiblement. Il termina sans difficulté, mais quelque chose avait changé en lui. Après le programme officiel, la musique remplit la salle. Des couples glissèrent sur la piste de danse. Ethan s'approcha d'elle. On danse? Ce n'était pas vraiment une question. Elle leva un sourcil. Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui aime danser. Je n'aime pas. Alors pourquoi? Il tendit quand même la main. Parce que j'en ai envie. Son honnêteté la désarma. Elle posa sa main dans la sienne. Ils se déplacèrent vers la piste, gardant d'abord une distance respectueuse. Sa main se posa à sa taille, ferme, stable. Elle posa l'autre sur son épaule. Ils bougèrent lentement. Pas pour impressionner. Juste présent. De près, le monde semblait plus silencieux. Tu t'en es bien sorti ce soir, dit-il. Tu pensais que non. Je n'étais pas sûr. Tu doutes souvent de moi? Non, admit-il. Alors pourquoi cet air surpris? Il hésita. Parce que tu ne cherches pas l'attention. Et ça t'étonne dans ce monde? Oui. Elle inclina légèrement la tête. Je ne viens pas de ce monde. Il baissa les yeux vers elle. Je sais. Aucun jugement. Juste une reconnaissance. Un silence s'étira entre eux, pas gênant, chargé. Tu es différent ce soir, dit-elle doucement. Comment? Tu ne calcules pas? Sa main se resserra légèrement à sa taille. C'est dangereux. Pour qui? Pour moi. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Son souffle se suspendit presque imperceptiblement. La musique ralentit. Ils étaient plus proches maintenant. Trop proches. Il voyait la lumière glisser sur sa peau. Elle sentait le rythme régulier de son cœur sous le smoking. Pendant un instant, le reste de la salle disparut. Pas d'investisseurs. Pas de murmures. Pas d'attente. Juste deux personnes qui s'étaient rencontrées sous la pluie. Tu me fixes, murmura-t-elle. J'évalue, répondit-il automatiquement. Elle sourit légèrement. Menteur. Il ne n'y a pas. À l'autre bout de la salle, plusieurs membres du conseil observaient attentivement. Les investisseurs aussi. Les titres viendraient demain. Les photos circulaient déjà. Mais à cet instant, rien de cela n'avait d'importance, parce que quelque chose d'indéniable venait de faire surface. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas du mentorat. Ce n'était pas pratique. C'était quelque chose de plus compliqué. Et de plus dangereux. Quand la musique s'arrêta, ils s'écartèrent lentement. Mais l'espace entre eux semblait plus mince qu'avant. Dehors, lorsque la voiture quitta l'hôtel, le silence remplit l'habitacle, pas gênant, juste plein. Tu t'es bien débrouillé ce soir, dit-il finalement. Vous aussi. Pause. Il la regarda vraiment. Tu n'étais pas déplacé. Je sais. Cette assurance fit retomber quelque chose en lui. Quand la voiture s'arrêta devant son immeuble, aucun des deux ne bougea immédiatement. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Les mots étaient simples, mais profonds. Il ne répondit pas tout de suite, parce qu'il était encore en train de le comprendre lui-même.
Il ne faisait pas que la voir. Il commençait à avoir besoin de sa présence. Et cette réalisation le troubla plus que n'importe quel risque professionnel. Elle sortit de la voiture. La porte se referma doucement. Il la regarda entrer avant de dire au chauffeur de partir. Et tandis que les lumières de la ville défilaient derrière la vitre, une pensée refusait de le quitter. Il l'avait invité à ce gala comme une décision stratégique. Mais il était reparti avec quelque chose de bien moins contrôlé. La certitude grandissante que les murs autour de son cœur n'étaient plus solides, et qu'il n'était pas sûr de vouloir qu'ils le soient. Les titres parurent avant le lever du jour. Amara ne les vit pas en premier. Ethan si. Il était déjà dans son bureau à 6h15, examinant des projections de marché, lorsque son téléphone commença à vibrer sans cesse sur son bureau. Une notification. Puis 3. Puis 10. Il les ignora 30 secondes. Puis il prit le téléphone. Le premier titre s'affichait en gras. Un PDG milliardaire apparaît avec une femme mystérieuse. Qui est-elle? Le second était pire. De nulle part à la salle de bal, la nouvelle compagne d'Ethan Cole est-elle un risque stratégique? Il ouvrit l'article. Ils étaient là. Photo du gala. Lui sortant de la voiture. Les dents sur le tapis rouge. Dansant. Image zoomée. Spéculation. Récit inventé. Elle aurait rejoint Coltech il y a seulement quelques semaines. Des sources affirment qu'elle manque de qualifications formelles. Des initiés s'interrogent. Une implication personnelle pourrait-elle compromettre la direction? La mâchoire d'Ethan se contracta. Les commérages ne l'intéressaient pas. Les implications, oui. L'action de Coltech fluctuait selon la perception et la perception changeait. Le téléphone de son bureau sonna. Un membre du conseil. Il refusa l'appel. Ça sonna encore. Un autre. Il répondit. Oui. La voix de l'homme plus âgé était sèche. Ethan, qu'est-ce que c'est que ça? Une photo. Ne sois pas malin. Les investisseurs posent des questions. Et elle travaille pour toi. Oui. Conflit d'intérêts. Non. Pause. Tu es certain? Je ne prends pas de décision incertaine. Silence. Tu devras répondre à ça. Je le ferai. Il raccrocha. Amara le vit en arrivant au bureau. 2 employés juniors chuchotaient près des ascenseurs. Leur conversation s'arrêta quand elle approcha. Elle sentit immédiatement le changement. Les regards plus longs. Les sourires plus fins. À son bureau, son écran était déjà rempli de notifications. Son estomac se noua. Elle ouvrit le premier lien. Sa photo occupait l'écran. Son nom n'apparaissait pas seulement « femme mystérieuse ». Mais l'implication était claire, non qualifiée, inconnue, peut-être opportuniste. Sa poitrine se serra. La pièce sembla plus petite. De vieux sentiments remontèrent. Ceux de la maison de sa tante. Tu n'as pas ta place ici. Tu prends une place qui n'est pas la tienne. Elle ferma l'onglet lentement. Respirer. Elle pouvait gérer les murmures. Elle avait connu pire. Mais ce n'était pas une conversation de cuisine. C'était la presse nationale. Son téléphone vibra. Un numéro connu. Elle refusa. Il vibra encore. Elle l'éteignit. La porte s'ouvrit. Ethan se tenait là. Il avait déjà lu les articles. Déjà anticipé les conséquences. Leurs regards se croisèrent. « Tu as vu ?» dit-il. « Oui. » Pause. « Ça va. » La question la surprit. « J'ai survécu à pire que des titres. » Il entra, fermant la porte derrière lui. Ce n'est pas une question de commérage. Le conseil va faire pression. Pourquoi? Pour mettre de la distance. Le mot pesa lourd. Elle se redressa légèrement. Tu devrais leur en donner. Son regard se durcit. Je n'ai pas dit que je le ferais. Mais tu devrais, répondit-elle doucement. Ça affecte ton entreprise. C'est mon entreprise et j'y travaille. L'air se tendit. Il s'approcha de son bureau. Tu crois que je t'ai amené ici pour te jeter au premier signe de pression? Elle avala sa salive. Non.
Alors arrête de parler comme si c'était le cas. Son ton n'était pas dur, mais ferme. Derrière les parois de verre, plusieurs employés faisaient semblant de ne pas regarder. Il baissa la voix. Tu n'es pas un risque. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Tu ne peux pas. Le silence tomba parce qu'elle avait raison. Il devait s'en soucier. Mais pas comme il l'imaginait. À midi, une réunion d'urgence du conseil fut programmée. Amara essaya de travailler, mais sa concentration lui échappait. Elle entendait des fragments de conversation en passant. Risque d'image, perception publique, déséquilibre de pouvoir. L'expression lui noua l'estomac. Déséquilibre de pouvoir. Comme si elle avait manipulé quelque chose. Comme si elle l'avait planifié. Sa fierté se réveilla. Elle se leva brusquement et entra dans le bureau d'Ethan. Il examinait des documents de briefing. Tu devrais me retirer, dit-elle. Il ne leva pas immédiatement les yeux point. Non. Tu n'y as même pas pensé. Moi si. Sa poitrine se serra. Et, j'ai décidé de ne pas le faire. Elle fit un pas vers lui. Cette entreprise compte pour toi. Oui. Et moi, je compte moins. Ses yeux se levèrent brusquement. Ne termine pas cette phrase. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement, en défi. Parce que c'est faux. Silence. Il contourna lentement son bureau. Tu crois que je ne vois pas ce que tu as fait ici? Elle ne répondit pas. Tu as augmenté l'efficacité opérationnelle de 12% en 3 semaines. Tu as réorganisé mon agenda exécutif. Tu as détecté une fraude que mes analystes n'avaient pas vue. Il s'arrêta devant elle. Tu n'es pas ici à cause de moi. Tu es ici parce que tu es compétente. Sa gorge se serra malgré elle. Et s'ils exigent que je me retire? Murmura-t-elle. Il soutint son regard. Alors ils peuvent exiger. La certitude dans sa voix stabilisa quelque chose en elle, mais la peur restait. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds quoi que ce soit, dit-elle doucement. Il répondit sans hésiter. Tu n'es pas la raison pour laquelle je perds. Tu pourrais être la raison pour laquelle je gagne. Les mots restèrent suspendus entre eux. Dangereux. Honnête. Avant qu'il puisse parler davantage, son assistante frappa. Le conseil est prêt. La salle du conseil était plus froide que d'habitude. Longue table brillante, 10 membres seniors, écran affichant des indicateurs financiers. Mais aujourd'hui, le sujet n'était pas le profil, c'était la perception. Un membre se pencha. Ethan, le récit médiatique suggère une implication personnelle avec une employée, et cela soulève des questions de jugement. Mon jugement a augmenté la valeur de cette entreprise de 4% en 5 ans. Ce n'est pas la question. Alors clarifiez la question. Une femme au bout de la table parla. La question concerne la dynamique de pouvoir, la confiance du public, l'idée qu'une personne sans référence se retrouve soudain en proximité exécutive. Sa mâchoire se tendit légèrement. Elle a mérité sa position. Selon vous. Selon les indicateurs de performance. Des regards s'échangèrent. Un autre membre parla prudemment. Nous recommandons une prise de distance. Réaffectation. Transition discrète. Silence. Ethan croisa calmement les mains. Non. Le mot était doux mais définitif. La pièce se figea. Vous êtes prêt à risquer la perception du marché? Je suis prêt à défendre le mérite. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les médias. Ce n'est pas ma préoccupation. Tension. Vous êtes émotionnellement impliqué, dit quelqu'un à plat. L'accusation resta suspendue. Ethan ne broncha pas. Ma vie personnelle n'interfère pas avec mes décisions opérationnelles. Ce n'était pas un démenti. Son regard se durcit. Ce n'était pas censé en être un. Silence. Il se leva lentement. Si les investisseurs remettent en question mon leadership parce que je refuse d'écarter une employée compétente à cause de rumeurs, alors ils ne comprennent pas cette entreprise. Pause. J'ai construit Coltech sur l'innovation et l'équité. Pas sur la peur. Personne ne répondit.
Il détenait les parts majoritaires. L'autorité finale. La réunion se termina sans décision. Mais le message était clair. Il avait choisi. À l'extérieur, Amara se tenait près de la fenêtre, faisant semblant de consulter sa tablette. Elle leva les yeux quand la porte s'ouvrit. Il s'approcha. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. J'ai dit non. Son souffle se coupa. Tu n'étais pas obligé. Si. Des employés observaient. Il ne baissa pas la voix. Il ne cacha pas sa position. Tu restes. Des mots simples. Public. Intentionnel. Quelque chose se déplaça en elle. Personne ne s'était jamais battu pour elle ainsi, surtout quand cela coûtait quelque chose. Je ne sais pas comment te rendre ça, murmura-t-elle. Son expression s'adoucit. Tu n'as pas à le faire. Silence. Puis il ajouta doucement. Ne les laisse pas te définir. Ses yeux brillèrent, mais elle retint les larmes. Je ne le ferai pas. Et pour la première fois depuis les titres, elle ressentit quelque chose de plus fort que la peur. Elle se sentit choisie, pas sauvée, choisie. Le scandale ne disparut pas du jour au lendemain, mais il cessa de grandir. Les cycles médiatiques changèrent. Les investisseurs passèrent à autre chose. Pourtant, quelque chose avait changé entre Ethan et Amara. Quelque chose qu'aucun article ne pouvait créer et qu'aucun conseil ne pouvait annuler. Il ne prétendait plus que ce n'était que professionnel. Et cette conscience rendait tout plus fragile. Cela commença par de petites choses. Il demanda si elle avait mangé. Elle lui rappela de dormir. Il lui envoya des documents à minuit avec une note, à revoir quand tu seras reposé. Elle lui apporta du café sans qu'il demande. 2 sucres. Pas de mousse. Leurs conversations devinrent plus longues. Moins protégées. Plus personnelles. Un soir, longtemps après que le bureau se fût vidé, la pluie recommença à frapper doucement les vitres, pas violentes comme le soir de leur rencontre. Juste régulière. Ethan se tenait près de la fenêtre, veste retirée, manches retroussées. Amara frappa et entra. « Tu es encore là. Toi aussi. » Elle s'approcha avec un dossier. « J'ai terminé les révisions de conformité. » Il le prit sans l'ouvrir. Il la regarda. « Assieds-toi. » Elle obéit. Son ton était différent ce soir. Moins autorité. Plus poids. Les lumières de la ville clignotaient en dessous. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement. « C'est généralement dangereux. » Il expira, presque un rire. « Oui. » Silence chargé, pas gênant. Quand j'ai construit cette entreprise, je me suis dit que je ne laisserais jamais rien la compromettre. Elle écouta. Les gens deviennent des risques quand l'émotion brouille le jugement. Et tu n'aimes pas les nuages, dit-elle doucement. Non. Pause. Mais ces derniers temps. Il chercha ses mots. Des mots qu'il n'avait pas l'habitude de dire. Je ne me sens pas confus. Elle ne l'interrompit pas. Je me sens plus clair. Son souffle se suspendit. Il se tourna vers elle. Je ne sais pas quand ça a changé. Peut-être le soir du gala. Peut-être avant. Mais quelque part entre le moment où tu me contredisais sur des erreurs logistiques et celui où tu te tenais dans cette salle comme si elle t'appartenait. Sa voix baissa. J'ai cessé de te voir comme quelqu'un dont j'étais responsable. Son cœur battait fort. Et tu as commencé à me voir comme quoi ? Il répondit doucement. Comme quelqu'un avec qui je ne veux pas construire cette vie sans. Les mots tombèrent lourdement dans l'air. Pas préparé. Pas scénarisé. Juste vrai. Sa poitrine se serra. Ethan, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Son regard ne vacilla pas. Je n'essaie pas de te sauver. Elle se leva, réduisant la distance. Alors qu'est-ce que tu fais ? Je te choisis. La simplicité lui coupa le souffle. Pas de grands gestes. Pas de mise en scène. Juste un choix intentionnel, stable. Elle chercha une hésitation sur son visage. Il n'y en avait pas.
Seulement une vulnérabilité rare. Tu ne fais pas facilement confiance, murmura-t-elle. Non. Et ça, ce n'est pas facile. Silence. La pluie continuait. Tu pourrais perdre le contrôle, dit-elle. Je l'ai déjà perdu, admit-il doucement. Cette confession pesait plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Sa gorge se serra. Et tu ne sais pas tout de moi. J'en sais assez. Et si je te déçois? Tu ne me décevras pas. Tu ne peux pas le garantir. Non. Mais je peux garantir que je ne partirai pas au premier signe d'imperfection. La référence subtile à son passé était claire. Elle s'approcha encore. Il n'était plus qu'à quelques centimètres. Tu as peur, dit-elle doucement. Oui. De quoi? Que je tienne plus à toi que toi à moi. Son honnêteté la surprit. Je tiens déjà à toi, dit-elle avant de réfléchir. Comme un pas dans le vide. Il se figea. Redis-le. Elle avala sa salive. Je tiens déjà à toi. Voilà. Réciproque. Réel. Sans protection. Un long moment passa. Personne ne bougea. L'air semblait plus léger, plus électrique. Il leva lentement la main, lui laissant la possibilité de s'éloigner. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue chaud, stable. Ses yeux se fermèrent un instant. Tu me donnes une sensation de paix, dit-il doucement. Un frisson la traversa. Je n'ai jamais été la paix de quelqu'un. Tu le es. Elle rouvrit les yeux. Et tu me donnes un sentiment de sécurité, murmura-t-elle. Cela faillit le briser, car personne ne l'avait jamais décrit ainsi. Pas impitoyable. Pas puissant. Pas intimidant. Sécurisant. Son pouce glissa doucement le long de sa mâchoire. Amara. Elle se pencha légèrement vers lui, pas par désespoir, mais par certitude. Leurs fronts se touchèrent d'abord, lentement, intentionnellement, un souffle partagé, puis il l'embrassa. Pas précipité. Pas possessif. Pas affamé. C'était stable. Délibéré. Comme s'il mémorisait la sensation. Ses mains reposaient légèrement contre sa poitrine, sentant les battements forts et maîtrisés sous ses paumes. Pour une fois, il ne calculait pas. Il ne planifiait rien. Il était simplement présent. Quand ils se séparèrent, le monde semblait différent, plus calme, plus vaste. Tu réalises que ça complique tout? Dit-elle doucement. Oui. Et ça ne te dérange pas? Si, corrigea Théil doucement. Mais ça me tient plus à cœur que le reste. Ses yeux brillèrent légèrement. Elle rit doucement à travers l'émotion. Tu es terrible pour les discours romantiques. Je ne visais pas le romantisme. Tu visais quoi? La vérité. Elle hocha la tête. Je ne veux pas me perdre dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu ne te perdras pas. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux promettre que je ne te laisserai pas rétrécir. La conviction dans sa voix la stabilisa. Et moi, je ne te laisserai pas te cacher, répondit-elle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ça ressemble à une menace. C'en est une. Il posa de nouveau son front contre le sien. Parfait. Plus tard, il se tenait sur le balcon devant son bureau. La pluie avait cessé. La ville brillait sous eux. Je pensais que l'amour était une distraction, admit-il doucement. Et maintenant? Maintenant, je pense que c'est un alignement. Elle s'appuya légèrement contre la rambarde. Je ne veux pas être quelque chose qui te rend plus faible. Tu ne le es pas. Et je ne veux pas être choisi par impulsion. Ce n'est pas le cas. Il se tourna vers elle. Je ne prends pas de décision impulsive. Tu t'es arrêté sous la pluie pour moi. Ce n'était pas une impulsion. Alors c'était quoi? Il la regarda attentivement. Une reconnaissance. Son cœur se gonfla. Tu t'es vu en moi? Oui. Et maintenant, je vois quelqu'un de plus forte que je ne l'étais. L'émotion traversa son visage. Tu n'as pas l'habitude de dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Non. Ça te fait peur? Oui.
Elle sourit doucement. Tant mieux. Il haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est important. Le silence retomba mais il n'était plus lourd. Il était certain. Après tout la pluie, le scandale, la tension du conseil, ils étaient arrivés là. Pas par hasard. Pas par sauvetage. Par choix. Et le choix est puissant. Il prit sa main, entremêla leurs doigts. Pas de public. Pas de caméra. Juste eux. Je ne sais pas ce que ça va devenir, dit-il doucement. On n'a pas besoin de le savoir maintenant, répondit-elle. Pause. Mais je ne pars pas. Moi non plus. Et pour la première fois depuis la nuit où elle avait été jetée dans la tempête, Amara sentit quelque chose d'inébranlable s'installer en elle. Pas l'espoir. Pas la survie. L'amour. Réel. Mérité. Choisi. Tout commença par un appel qu'elle faillit ne pas prendre. Amara examinait des données d'expédition quand son téléphone personnel, celui que très peu de gens avaient, vibra sur son bureau. Un numéro connu. Elle l'ignora. Il sonna encore. Elle le mit en silencieux. Il sonna une troisième fois. Son estomac se serra. Lentement, elle décrocha et sortit dans le couloir. Allô? Une respiration à l'autre bout. Puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. Amara. Sa colonne se raidit. Tante Lydia. Pendant un instant, le couloir sembla flou. Oui, répondit Amara, d'une voix neutre. Le ton de sa tante devint soudain doux, fragile. Ma fille, je t'ai vue à la télévision. Bien sûr. Les images du gala avaient été diffusées partout. Les articles circulaient encore. Son nom avait finalement été rendu public après l'affaire du conseil. Tu as l'air bien, vraiment bien. Silence. Comment as-tu eu ce numéro? Demanda Amara. Ce n'est pas important. Ça l'était. Mais Amara n'insista pas. Sa tante s'éclaircit la gorge. Je voulais appeler, depuis un moment. Pour t'excuser. Le mot semblait étranger. M'excuser. Le couloir sembla trop étroit. Pourquoi? Demanda Amara doucement. Pause. Pour la façon dont ça s'est terminé. La façon dont ça s'est terminé. Pas les années de rabaissement. Pas la nuit où elle l'avait enfermé dehors. Juste la fin. Amara ferma brièvement les yeux. Qu'est-ce que tu veux? Sa tante hésita. Est-ce qu'on peut se voir? Elle n'en parla pas à Ethan tout de suite. Elle se dit que c'était son passé. Sa clôture. Mais ce soir-là, alors qu'ils examinaient des contrats, il remarqua immédiatement sa distraction. Tu as raté un chiffre, dit-il calmement. Elle cligna des yeux. C'est vrai. Elle ne ratait jamais les chiffres. Il posa la tablette. Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésita puis décida qu'elle n'allait plus tout porter seule. Ma tante a appelé. L'air changea. Celle qui? Oui. Sa mâchoire se tendit légèrement. Elle veut quoi? Me voir. Quand? Demain. Silence. Tu n'y vas pas seul, dit-il immédiatement. Si. Elle le regarda. Elle ne m'intimide plus. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Elle comprit. J'ai besoin de le faire moi-même. Son instinct protecteur lutta contre son respect pour son autonomie. Où? Un café près de mon ancien quartier. Son regard s'assombrit légèrement. Je serai à proximité. Elle sourit presque. Tu ne lui fais pas confiance. Je ne fais confiance à personne qui t'a laissé sous la pluie. Pas de colère. Juste un fait. Elle s'approcha. Je ne suis plus cette fille. Je sais. Alors laisse-moi gérer. Il la fixa longuement, puis hocha la tête. Mais si tu appelles, j'arrive. Je sais. Le café semblait plus petit qu'avant. Le temps rétrécit les lieux qui semblaient autrefois immenses. Elle arriva 10 minutes en avance, pas par nervosité, mais pour marcher dans la rue. La même rue sous la pluie. Le même coin où elle avait attendu un bus sans argent. Sa poitrine se serra, pas de douleur. De distance. Elle avait survécu. Quand sa tante entra, Amara la reconnut à peine. Plus âgée.
Plus mince. Moins dure. Elles restèrent face à face un instant. Tu as changé, dit sa tante doucement. Oui. Elles s'assirent. Silence maladroit. Sa tante tripotait son sac. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Comme quoi? Toi, travaillant pour ce milliardaire, à la télévision, dans les journaux. Amara soutint son regard. Tu ne pensais pas que je survivrais. Sa tante tressaillit. Ce n'est pas juste. Silence. J'étais dépassée, dit sa tante prudemment. L'argent manquait. Tu étais une responsabilité. J'avais 16 ans. Sa tante avala. J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Tu m'as enfermé dehors pendant une tempête. La franchise fit trembler légèrement ses mains. Je pensais que tu reviendrais le matin. Amara la regarda. Des excuses partielles. Défensives. J'ai marché pendant des heures, dit Amara doucement. J'aurais pu disparaître. Un silence. Mais tu n'as pas disparu, murmura sa tante. Non. Puis la voix de Lydia baissa. Ton oncle a perdu son travail. Voilà la vérité. Nous avons des difficultés. Amara ne réagit pas immédiatement. Je ne serais pas venue si ce n'était pas sérieux. Bien sûr que non. De quoi as-tu besoin? Demanda Amara calmement. Sa tante hésita. La fierté contre la nécessité. D'aide. Aide financière. Amara s'appuya lentement. Toutes les nuits de faim. Les larmes. Les insultes. Elle pouvait refuser. Elle pouvait partir. Au lieu de cela, elle se surprit elle-même. Je te pardonne. Sa tante cligna des yeux. Ce n'est pas ce que je... Je te pardonne, répéta Amara doucement. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Confusion. Tu es en colère. Je l'étais. Je ne le suis plus. Les yeux de Lydia se remplirent de larmes. Tu as changé. Oui. Pause. Je ne reviendrai pas vivre dans cette maison. Et je ne ferai pas semblant que nous sommes proches. Sa tante baissa les yeux. Mais je ne te laisserai pas non plus avoir faim. Amara sortit une enveloppe et la posa sur la table. Un chèque suffisant pour stabiliser, pas pour dépendre. Sa tante fixa l'enveloppe. Tu ne nous dois rien. Je sais. Alors pourquoi? La voix d'Amara resta stable. Parce que je refuse de devenir ce qui m'a blessé. Le silence devint dense. Des larmes coulèrent sur le visage de Lydia. J'ai été dure avec toi. Oui. Je pensais que ça te rendrait plus forte. Amara répondit doucement. Ça l'a fait. Et tu ressembles à la sécurité, murmura-t-elle. Cela le bouleversa presque, parce que personne ne l'avait jamais décrit ainsi. Pas impitoyable, pas puissant, pas intimidant, rassurant. Sa tante la regarda différemment. Pas comme un fardeau. Comme une femme. Je suis désolée, murmura-t-elle sans excuse cette fois. Et ça comptait davantage. Amara se leva. J'espère que les choses s'amélioreront. Tu viendras nous voir? Non. Pas cruel. Juste honnête. Elle sortit. Dehors, Ethan était appuyé contre sa voiture de l'autre côté de la rue. Ils ne se cachaient pas. Leurs regards se croisèrent. Ça va? Oui. Elle a demandé de l'argent? Oui. Et j'en ai donné. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Tu regrettes? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas celle qu'ils m'ont fait croire que j'étais. Sa poitrine se serra. Elle a dit quoi? Elle s'est excusée. Tu la crois? Elle avait besoin de quelque chose, mais une partie était sincère. Et ça me suffit. Il l'observa. Pas de tremblement. Pas de larmes. Juste une force calme. Tu es remarquable. Non. Je suis libre. Il prit sa main. Tu n'as pas laissé ça t'endurcir. J'aurais pu. Je sais. Il la regarda avec admiration. Je pensais te protéger du monde. Tu l'as fait. Mais je me protégeais déjà avant toi. Il sourit pas arrogant, fier.
En s'éloignant, le quartier rétrécit derrière eux. Elle n'était pas revenue supplier. Ni prouver quoi que ce soit. Elle était revenue fermer une porte. Et elle repartit plus légère. À côté d'elle, Ethan comprit quelque chose. Il n'était pas tombé amoureux d'une fille sauvée sous la pluie, mais d'une femme qui avait affronté sa tempête et était restée debout. Ethan ne prenait pas de décision rapide. Il construisait lentement. Stratégiquement. Mais aimer Amara n'avait pas suivi la stratégie. Ça avait suivi la vérité. Et une fois qu'il l'admit, tout devint clair. Il allait l'épouser. Pas un jour. Bientôt. Il planifia discrètement. Pas un spectacle. Pas un cirque médiatique. Un moment à eux. Il choisit la plage, un endroit privé, à 1 heure de la ville. Ciel ouvert. Au infini. Elle avait dit un jour. J'aime les endroits qui semblent plus grands que la peur. L'océan l'était. Samedi soir, il lui proposa de conduire. Elle ne posa pas de questions. Sur la route côtière, le soleil doré s'étirait. Tu es silencieux. Je réfléchis. Dangereux. Oui. Ils arrivèrent. Le ciel orange et rose. La plage presque vide. C'est magnifique. Oui, dit-il en la regardant, pas l'océan. Elle marcha pieds nus dans le sable. Libre. Et il sentit quelque chose s'ancrer, ce n'était pas de l'infatuation. C'était la maison. Ils marchèrent. Tu es différent ces derniers temps. Plus certain. Ça semble sérieux. Ça l'est. Tu ne vas pas me licencier? Jamais. Il inspira. Tu te souviens de la première nuit? Sous la pluie. Oui. Maintenant je sais pourquoi je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas une distraction. Tu étais un tournant. Silence. J'ai tout construit seul. J'en étais fière. Je pensais que l'indépendance était la force, mais je ne veux pas construire le reste de ma vie seule. Ses yeux brillèrent. Tu m'as changé. Pas en demandant. En étant. Il recula légèrement, puis posa un genou au sol. Son souffle se coupa. Il sortit une petite boîte en velours. Je n'ai pas de discours. Tu en as toujours. Pas pour ça. Il ouvrit la boîte. Une bague simple. Élégante. Je ne veux pas te sauver. Je ne veux pas te posséder. Je veux me tenir à côté de toi. Égal. Toujours. Sa voix se radoucit. Amara, veux-tu m'épouser? Les vagues s'écrasèrent. Elle le regarda, l'homme de la pluie, maintenant à genoux dans le sable, la choisissant. Elle rit à travers les larmes. Oui. 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 Le soulagement traversa son visage. Il glissa la bague. Parfaite. Comment savais-tu ma taille? Je fais attention. Elle rit. Il se releva. Elle l'embrassa. J'ai été jetée dans une tempête, murmura-t-elle. Dès maintenant? Maintenant, je choisis le calme. Ils restèrent jusqu'à la nuit. Ça semble irréel, dit-elle. Ça te fait peur? Oui. Bien. Tu es terrible. Tu peux encore changer d'avis. Ne dis pas ça. Je ne veux pas que tu te sentes piégé. Je me suis éloignée de ceux qui voulaient me contrôler, je marche vers toi. Cela l'apaisa complètement. Tu ne m'épouses pas pour l'argent. Si je voulais juste l'argent, je ne me disputerais pas avec toi sur les plannings. Il sourit. Pourquoi alors? Parce que tu m'as choisi quand c'était compliqué. Parce que tu m'as défendu quand ça coûtait quelque chose. Et parce que tu ne me regardes pas comme quelqu'un à réparer. Il posa son front contre le sien. Je te vois comme quelqu'un avec qui grandir. L'océan s'étendait à l'infini. Pas de caméra. Pas de titre. Juste 2 personnes qui s'étaient rencontrées sous la pluie et avaient construit quelque chose de solide. En marchant vers la voiture, doigts entrelacés. Et maintenant, demanda-t-elle. Il sourit légèrement. Maintenant, on prépare un mariage. Petit.
Oui. Privé? Définitivement. Pas de médias. Absolument point. Elle serra sa main. Et pas d'extravagance excessive. Il marqua une pause. Une extravagance raisonnable? Elle rit, et le vent emporta le son. La tempête qui avait autrefois défini sa vie l'avait conduite ici. Pas sauvée. Pas dépendante. Choisie. Et pour la première fois depuis cette nuit sous la pluie, l'avenir ne semblait plus incertain, il semblait intentionnel. Le mariage ne fut pas ce que les médias attendaient. Pas de communiqué de presse. Pas d'exclusivité dans les magazines. Pas de compte à rebours viral. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Ethan aurait pu louer un palais. Il aurait pu privatiser une île entière. Mais quand il demanda à Amara ce qu'elle voulait, elle répondit simplement. La paix. Alors c'est ce qu'ils construisirent. La cérémonie eut lieu dans un domaine jardin privé surplombant l'océan, la même portion de côte où il avait fait sa demande. Des roses blanches bordaient l'allée. La lumière douce des bougies brillait tandis que le soleil descendait vers l'horizon. Un quatuor à cordes jouait des instrumentaux de chansons qui ne signifiaient quelque chose que pour eux. Moins de 100 invités, des membres du conseil, quelques amis proches, des employés devenus famille, et des enfants du centre d'aide aux jeunes où Amara faisait du bénévolat depuis des mois. Elle avait insisté. Ils font partie de l'avenir. Ethan n'avait pas discuté. Il avait appris que lorsqu'elle parlait de sens, elle le pensait vraiment. Dans la suite nuptiale, Amara se tenait devant un miroir. Sa robe était élégante, satin ivoire, ajustée mais fluide, manches longues avec une dentelle délicate. Rien de bruyant. Rien d'excessif. Cousu à l'intérieur de la robe, un petit morceau du foulard de sa mère. Caché, mais présent. Elle toucha l'endroit doucement. J'y suis arrivée, murmura-t-elle à la mémoire de ses parents. Pas de demoiselle d'honneur chaotique, pas d'escorte dramatique, juste une amie proche ajustant son voile. Tu es calme. Oui. Pas nerveuse? Amara sourit. J'ai survécu à pire que le mariage. Elles rirent. Mais sous l'humour, il y avait la vérité. Ce n'était pas un saut dans l'inconnu. C'était un pas vers quelque chose qu'elle avait déjà pleinement choisi. Dehors, Ethan attendait sous une arche florale blanche. Veste de smoking ivoire, pantalon noir, style minimal et intemporel. Il ne faisait pas les 100 pas. Mais sa poitrine était serrée, pas par peur, par l'ampleur du moment. Malik, son chauffeur de longue date devenu ami, se tenait à côté. Tu as l'air sérieux. Je le suis. Nerveux? Non, conscient. Conscient de ce que cela signifiait. Conscient du chemin parcouru depuis l'homme qui pensait que l'amour était une faiblesse. La musique changea. Les invités se levèrent. Puis elle apparut. Au bout de l'allée. Pendant un instant, la brise de l'océan sembla s'arrêter. Amara avançait seule, non parce qu'elle n'avait pas de famille, mais parce qu'elle choisissait d'entrer dans cette vie par sa propre force. Chaque pas était stable. Chaque respiration contrôlée. La gorge d'Ethan se serra. Il l'avait vue dans des salles de bal, des bureaux, sous la pluie, mais ceci était différent. Elle n'était plus la fille rencontrée par hasard. Elle était la femme qu'il avait choisie et qui le choisissait en retour. Quand elle arriva, ils se regardèrent. Tu as l'air certain, murmura-t-elle. Je le suis. Elle sourit. Bien. Son pouce traça doucement la ligne de sa mâchoire. La Amara. Elle se pencha légèrement vers lui, non par désespoir, mais par certitude. Leurs fronts se touchèrent d'abord, lentement, intentionnellement, un souffle partagé, puis il l'embrassa. Pas précipité, pas possessif, pas affamé. C'était stable, délibéré, comme s'il mémorisait la sensation. Ses mains reposaient légèrement contre sa poitrine, sentant le battement fort et contrôlé sous ses paumes. Pour une fois, il ne calculait pas. Il ne planifiait pas les résultats. Il était simplement présent. Quand ils se séparèrent, le monde sembla différent, plus calme, plus vaste. Tu réalises que ça complique tout, dit-elle doucement. Oui. Et ça ne te dérange pas.
Ça me dérange, corrigea-t-il doucement. Je m'en soucie, mais je me soucie davantage de ça. Ses yeux brillèrent légèrement. Elle rit doucement à travers l'émotion. Tu es terrible pour les discours romantiques. Je ne visais pas le romantisme. Tu visais quoi? La vérité? Elle hocha la tête. Je ne veux pas me perdre dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu ne te perdras pas. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux promettre que je ne te laisserai pas rétrécir. La conviction dans sa voix la stabilisa. Et moi, je ne te laisserai pas te cacher, répondit-elle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ça ressemble à une menace. C'en est une. Il posa de nouveau son front contre le sien. Bien. Plus tard dans la nuit, ils se tinrent sur le balcon devant son bureau. La pluie s'était arrêtée. La ville brillait sous eux. Je pensais que l'amour était une distraction, admit-il doucement. Et maintenant, je pense que c'est peut-être un alignement. Elle s'appuya légèrement contre la rambarde. Je ne veux pas être quelque chose qui te rend plus faible. Tu ne le es pas. Et je ne veux pas être choisi par impulsion. Tu ne l'as pas été. Il se tourna complètement vers elle. Je ne prends pas de décisions impulsives. Tu t'es arrêté sous la pluie pour moi. Ce n'était pas une impulsion. Alors c'était quoi? Une reconnaissance. Son cœur se gonfla. Tu t'es vu en moi? Oui. Et maintenant, je vois quelqu'un de plus fort que moi. L'émotion traversa son visage. Tu n'as pas l'habitude de dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Non. Ça te fait peur? Oui. Elle sourit doucement. Tant mieux. Il leva un sourcil. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est important. Le silence retomba, mais il n'était plus lourd. Il était certain. Après tout, la pluie, le scandale, la tension du conseil, ils étaient arrivés ici. Pas par accident. Pas par sauvetage. Par choix. Et le choix est puissant. Il attrapa sa main et entrelaça leurs doigts. Pas de public, pas de caméra, seulement eux. Je ne sais pas ce que ça deviendra, dit-il doucement. On n'a pas besoin de le savoir maintenant, répondit-elle. Pause. Mais je ne pars pas. Moi non plus. Et pour la première fois depuis la nuit où elle avait été jetée dans la tempête, Amara sentit quelque chose d'inébranlable s'installer dans sa poitrine. Pas l'espoir. Pas la survie. L'amour réel, mérité, choisi. L'officiant resta simple. Pas de discours dramatique, seulement de l'intention. Les vœux. Ethan parla en premier. J'ai passé des années à construire une vie qui semblait puissante. Mais la puissance sans partenariat est vide. Il ne quitta pas ses yeux. Tu es entré dans ma vie pendant une tempête, sans demander d'être sauvé, sans demander de pitié, simplement debout. Tu m'as appris que la force n'a pas besoin de dominer, elle doit s'aligner. Sa voix se fit plus douce. J'ai promis de me tenir à côté de toi. Pas devant. Pas au-dessus. À côté. Les yeux d'Amara brillèrent. Quand ce fut son tour, elle ne lut rien. J'ai longtemps cru que survivre était la plus grande réussite. Mais tu m'as montré que la sécurité peut se partager. Des invités essuyaient discrètement des larmes. Tu ne m'as pas choisi quand c'était facile. Tu m'as choisi quand c'était compliqué. Je promets de ne jamais rétrécir à côté de toi et de ne jamais te laisser te cacher derrière ta force quand tu as besoin de douceur. Je promets de construire avec toi, grandir avec toi, et rester solide quand les tempêtes reviendront. L'officiant sourit. Et ainsi, ils devinrent mari et femme. Le baiser ne fut pas spectaculaire, il fut profond, certain, mérité. Les applaudissements remplirent le jardin tandis que l'océan s'étendait derrière eux, non comme symbole de richesse, mais comme rappel de l'immensité de la vie. La réception fut intime et chaleureuse. Lumière douce, musique live, rire. Pas de presse. Pas de titre. Juste de la joie. À un moment, Ethan l'entraîna sur la piste comme au gala, mais cette fois sans murmure ni regard critique. Tu ne calcules plus, taquina-t-elle. J'ai pris ma retraite, presque. Elle posa sa tête sur son épaule.
De l'autre côté de la salle, les enfants du centre les regardaient avec admiration. Amara les remarqua. Elle serra la main d'Ethan. Prêt? Pourquoi? Elle l'amena au centre, tapa doucement son verre. La salle se tut. Ethan la regarda, elle ne lui avait pas parlé de ça. J'ai grandi sans stabilité, dit-elle calmement. Et je sais ce que ça fait d'être invisible. Alors au lieu de cadeau d'invité, Ethan et moi annonçons quelque chose. Elle le regarda. Intriguée. Nous lançons la Rhin Fondation. Le nom le frappa immédiatement. La pluie. La nuit de leur rencontre. Notre fondation offrira logement, bourse d'études et programmes d'insertion pour les jeunes quittant des foyers instables. Et nous finançons les 5 premières années en privé. Il cligna des yeux, surpris, puis sourit. Tu as planifié ça. Oui. Tu es remarquable. Elle secoua la tête. Non. Je suis reconnaissante. Il prit le micro. Elle a oublié de dire que le conseil a déjà approuvé le partenariat d'entreprise ce matin. Ses yeux s'agrandirent. Tu savais? Je soupçonnais. Ils échangèrent un regard amusé, aligné. La salle applaudit. Plus tard, quand les invités furent partis et que les bougies s'étaient éteintes, ils se tinrent seuls près de l'eau. Ses talons à la main. Sa veste sur le bras. Tu réalises que c'est permanent? Oui. Tu te sens piégé? Non. Et toi? Je me sens ancré. La lune se reflétait sur l'eau. Il passa son bras autour de sa taille. Tu penses parfois à cette nuit? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? De la gratitude. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Il hocha la tête. Si je ne m'étais pas arrêté. Tu ne peux pas savoir, dit-elle doucement. Puis elle leva les yeux vers lui. Moi, je sais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aussi froid que tu le prétends. Il sourit presque. Il embrassa son front. Je suis heureux qu'il ait plu cette nuit-là. Elle sourit. Moi aussi. Ils restèrent là, écoutant les vagues. Pas de peur. Pas de manque. Pas d'incertitude, seulement un partenariat. Des années plus tard, la Rhin Fondation deviendrait mondiale. Des jeunes autrefois abandonnés recevraient des diplômes financés par le programme. Des centres porteraient une plaque. Née d'une tempête, soutenue par l'amour. Mais ce soir-là, rien de tout cela n'avait encore d'importance. Seulement ceci. Une fille jetée sous la pluie. Un homme qui s'est arrêté. 2 vies qui se sont croisées non par sauvetage, mais par reconnaissance. Et un amour construit non sur le besoin, mais sur le choix. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Passez une merveilleuse